C'est Hélène Rousseau pour MacJournal 77. Aujourd'hui, nous allons rencontrer deux élus du conseil départemental de Seine-et-Marne, Marianne Margatet et Anthony Gratakos, qui vont présenter leur bilan après 2 ans de mandat, donc pour l'année 2021 et 2022. On y va! Aujourd'hui, Anthony Gratakos et Marianne Margatet, vous êtes conseiller et conseillère départementale et vous allez nous parler de votre bilan, puisque vous avez été élus ensemble aux dernières élections départementales. Comment ça s'est passé et qu'en est-il des choses maintenant, de ce que vous aviez programmé et comment ça se passe aussi au conseil départemental? En effet, on a diffusé notre bilan. C'était important pour nous en fait, de présenter les actions des élus départementaux que nous sommes, les présenter à chaque Seine-et-Marnais qui habite le canton. C'est quelque chose, enfin un aspect de notre mandat auquel on tient beaucoup. Là, c'était de dire voilà le travail effectué depuis près de 2 ans maintenant sur le canton, au bénéfice des projets du canton, des Seine-et-Marnais, sur tous les aspects essentiels en fait qui fait la vie du quotidien de nos concitoyens du canton et de Seine-et-Marne. Donc nous nous sommes installés depuis maintenant en effet près de 2 ans au département. On travaille au sein de l'Assemblée départementale en faisant des propositions constructives, parfois en opposition avec la majorité qui est la majorité de droite, la majorité en place au département. Mais aussi nous agissons de manière très présente, nous sommes très présents sur ce canton sur des aspects très différents, qui sont les questions des services publics, de la santé, des transports, de l'environnement. Et donc nous avançons, nous sommes auprès des maires, des associations qui nous sollicitent, et nous avançons sur ces thèmes que nous avions déjà à l'époque de nos engagements soulevés comme étant ceux qui nous paraissaient le plus importants pour le quotidien de nos concitoyens. Donc, du coup, vous dites que vous êtes aux côtés des maires, des élus locaux, en fait, que vous êtes aussi, dont vous faites partie. Et donc, dans votre bilan, tout en nous racontant votre bilan, vous allez nous dire comment vous êtes à leur côté. Vous venez aux manifestations, mais comment vous êtes derrière eux? Comment vous les soutenez? Alors, on intervient beaucoup auprès des maires en ce qui concerne, par exemple, la vie des associations, les projets des collectivités quand il y a des demandes de subventions auprès du département qu'on va soutenir, et puis quand on est sollicité par une mairie parce que il y a, même si ce n'est pas forcément dans notre champ de compétences, une fermeture de classe dans une école ou des problèmes liés au transport, on va intervenir, écrire auprès des autorités compétentes. Et puis on a au département la compétence des collèges. C'est quelque chose de très important pour notre territoire. C'est-à-dire que oui, le département a une compétence collège. Absolument. Oui, et c'est qui est représenté par Xavier Vanderbies. Oui, qui est le vice-président du collège, et nous représentons, nous, le département, au sein des conseils d'administration sur les collèges du canton. Et ça, c'est aussi une partie importante de notre travail, puisqu'on est une sorte d'interface, je dirais, entre le département et les collèges. On a par exemple eu un gros problème avec le collège de Dammartin où il y avait des travaux qui étaient faits en présence des élèves, puisque c'est une rénovation complète du collège et un agrandissement de la demi-pension qui est en cours. Ça ne communiquait pas bien, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se plaignaient, des parents qui se plaignaient. Il y avait un manque de coordination entre les travaux, le département, l'établissement, etc. On a intervenu, on a exigé une visite, on a accompagné le maire pour qu'il puisse intervenir également sur des travaux à l'extérieur du collège pour faciliter la circulation des élèves et des véhicules. Bref, on est une sorte de courroie de transmission entre le territoire, les élus et le département. C'est vraiment comme ça qu'on conçoit notre mandat. On est des élus de proximité. On connaît le territoire, on a la confiance de beaucoup de maires puisqu'ils connaissent le sérieux dans le suivi des dossiers, qu'on est dans le partage d'informations, qu'on est à leur côté lorsqu'il faut interpeller le président du département. Et on a bien vu sur ce que dit Anthony sur cette question du collège de Dammartin. On était présent lorsqu'il y a eu un blocage, une initiative des enseignants et des parents
voilà, nous sommes intervenus tout de suite et pour dire qu'en effet il y avait un souci, qu'il fallait que tout le monde se mette autour de la table et ça a permis, y compris au président donc, du département, de venir la semaine dernière, ayant bien senti la situation de tension, de venir aussi la semaine dernière constater les améliorations ou pas, et nous étions à ses côtés. Et donc on est en effet cette interface. Dans le même sens. Dans le même sens, voilà. Et l'intérêt c'était de travailler dans le même sens pour que les conditions d'apprentissage des élèves soient les meilleures possibles dans le cadre d'un chantier contraint, pour écouter les enseignants, écouter le manque d'assistants d'éducation qui aujourd'hui rend très compliqué en fait la surveillance et la régulation des espaces. Donc notre rôle il est bien celui-là, d'être l'interface entre le terrain et le département à son plus haut niveau. Le terrain, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque vous êtes élus locaux déjà avant d'être conseillers départementaux, à Mitry, à Moussy, à Moussy 9, vous pouvez préciser, à Moussy 9, à l'aise avec ça. On a des expériences un peu différentes, parce que Marianne est adjointe dans une majorité, dans une majorité municipale. Moi, je suis élu d'opposition dans une commune. Mais je crois que le fonctionnement du tissu associatif d'une collectivité, les difficultés qu'on y rencontre, parce que malheureusement depuis un certain temps, les collectivités rencontrent des difficultés financières, en termes d'organisation, etc., pour tout ce qui est imposé par l'État, le fait qu'on ait transféré une partie de nos compétences à l'agglomération, etc. Oui, on a une bonne connaissance de tout ça, donc quand on s'adresse à un maire du secteur, on sait de quoi on parle, et puis surtout on connaît bien notre territoire. Alors en plus Marianne a été élue avant, puisque Marianne a été élue au département depuis 2015, donc il faut dire que quand j'ai été élu au département, moi j'ai profité aussi de tout le travail que Marianne avait fait précédemment, les liens qui avaient été tissés avec tous les acteurs du territoire. Mais effectivement, quand on s'adresse à un chef d'entreprise, à un président d'association, à un directeur de Keolis ou je ne sais pas qui encore, ou à une administration X ou Y du secteur, effectivement, on n'arrive pas, on ne tombe pas de nulle part. Donc c'est quand même un gros avantage pour faire notre boulot. On n'a pas découvert le canton quand on a été élu en juin 2021. Et pour rajouter, je pense que c'est en tout cas aussi un aspect auquel on tient, c'est que c'est par la constance de la présence, de la disponibilité, de dire on peut être interpellé sur tous les sujets, on est à l'écoute des élus, des associations et de nos concitoyens, et on donne suite. Et je pense que ça, c'est important si on veut construire cette confiance, montrer que ça peut être utile. Et c'est important dans un monde où il y a beaucoup d'abstention, il y a un rejet du politique, à quoi servent les élus. À un moment donné, les élus, ils sont une expression démocratique, ils ont été élus. C'est très important de conserver ce lien pour notre République entre les citoyens et les élus. Et on le fait, parfois et on essaye d'incarner ça aussi. C'est important de réconcilier dans une démocratie qui est assez malade en ce moment, les élus avec le peuple. Et je pense que c'est aussi dans le secteur où on est attaché à notre canton, aux gens qui sont investis, engagés, comme les bénévoles d'associations, aux élus aussi qui donnent beaucoup de leur temps, aux citoyens qui se mobilisent parfois là contre l'installation de déchets, de dépôts, de déchets de chantier. Voilà, tous ceux qui se saisissent en fait d'un intérêt général et qui essayent de le défendre, ils méritent le respect, la reconnaissance, et c'est aussi par notre présence sur le terrain qu'on leur témoigne. Alors il y a la présence sur le terrain, les collectivités, particulièrement les mairies, ont beaucoup de demandes de subventions aussi. Est-ce qu'ils passent par vous aussi? Vous êtes sollicité? Comment ça se passe? Alors sur les demandes de subventions, nous on veille à diffuser déjà l'information auprès des associations en disant voilà, sachez que le département apporte son soutien financier aux associations sportives, culturelles, de patrimoine, au club 3e âge, donc vous pouvez vous en saisir. Et si vous le souhaitez, nous on peut accompagner votre démarche auprès du département, donc on les invite à remplir leur dossier, à leur envoyer directement au service et à nous en donner l'information pour que nous, on puisse être vigilants quand ça passe, pour l'appuyer, pour être, si jamais il y a quelconque souci, pour intervenir, voilà, pour être ce relais-là, pour le coup très direct, entre leur demande, déjà l'information à diffuser, et puis jusqu'à l'attribution,
jusqu'à l'attribution. Et donc c'est une action, parce que le département verse des subventions, mais souvent l'information pêche, et on sait très bien que les bénévoles dans les associations ont un peu la tête dans le guidon, ne sont pas obligatoirement attentifs, et nous on essaye de faciliter. Vous êtes accessible directement, mais il faut qu'il y ait un cas particulier pour qu'ils viennent vers vous, et il faut déjà qu'ils se posent la question en disant peut-être que je pourrais avoir droit à une aide dans ce cas-là, dans le cas d'inondation, dans le cas autant en particulier que les particuliers peuvent vous contacter Les particuliers nous contactent via notre adresse email sur des sujets très divers. Là, les problèmes de saturation et de nuisance de la route départementale. Là, le problème pour avoir la question d'AESH pour leur enfant handicapé dans l'école. Oui, on peut être contacté en effet par les particuliers sans aucun souci. Je vois que vous avez apporté votre bilan et les tribunes des suppléants. Oui. Mohamed Kachour et Nathalie Moine. Donc chacun chacun élu également. Mohamed Kachour à Mitry-Mory et Nathalie Moine à Saint-Patus. Oui. Alors, vous avez parlé de votre bilan. Quel est le résultat après 2 ans de mandat ? Le résultat, c'est qu'on a été, je dirais, concrètement utile sur certains dossiers, très clairement, pour donner, qui sont évoqués dans ce bilan. Lorsqu'on a alerté sur parfois d'ailleurs contre la majorité du département, je pense à un exemple sur la privatisation du collège, la privatisation du service entretien au collège Langevin. À Mitry, on a été saisi par les on a été saisi par les salariés, puisque le service entretien dans les collèges ce sont beaucoup des femmes. On était juste après le Covid où elles avaient travaillé comme des acharnées pour maintenir le collège ouvert. Et la réponse, et le département comptait privatiser ce service entretien. Contre leur avis, contre l'avis de la communauté. Parce que c'est peut-être ce qui se fait ailleurs Ça se fait ailleurs, dans certains collèges, dans certains départements, ça peut être le choix. Ce sont des agents du département. Et donc en fait, en travaillant avec elles, et en travaillant avec elles, en alertant aussi, en travaillant aussi avec les parents d'élèves, etc., on a dit que ce n'était pas entendable que des femmes à des salaires très faibles quand même, parce que certaines sont d'ailleurs ne touchent pas un salaire à temps plein, elles sont à temps partiel, qui ont beaucoup donné. Si c'est la moitié d'un SMIC, c'est la moitié d'un SMIC, ça fait pas beaucoup. Qui ont beaucoup donné pendant la période Covid pour que le collège puisse continuer à ouvrir avec tous les protocoles d'entretien. Que la réponse qu'on leur fait quelques mois après, c'est merci mesdames, au revoir. Et soit case chômage, soit case. Aller chercher des postes beaucoup plus loin. Parfois plus d'une heure d'ici. Donc ça, on a réussi à l'empêcher, on en est très fiers, parce qu'il s'agissait, on ne peut pas à un moment donné souligner le travail de ces essentiels et puis les traiter comme s'il n'était plus rien quelques mois après. Donc ça, c'est une action très concrète qu'on a réussi à apporter. Et le département a fait marche arrière sur le collège Langevin. On est de toute façon opposé à la privatisation des services de nettoyage dans les collèges parce que nous on considère qu'ils font aussi partie de la communauté éducative. Donc de toute façon, par principe, on est opposé. Donc quand ça se présente sur notre territoire... C'est presque du service public. Exactement, c'est du service public. Mais on l'a vu pendant le Covid, ce qu'a très bien expliqué Marianne. Donc ça fait partie concrètement de l'utilité qu'on a pu avoir, comme un travail... qu'on a pu avoir aussi utile, qui a permis au président de prendre position, c'est sur notre opposition aux déchets de chantier et au projet qu'il pourrait y avoir à Saint-Patus, puisque le plan local de l'urbanisme de Saint-Patus a été modifié pour permettre une installation de déchets de chantier sur plusieurs hectares. Donc on a été saisi par un collectif d'habitants, on est intervenu et on a saisi le président Parigi, qui a clairement dit qu'il s'opposerait, lui, en tant que président, à tout nouveau projet, confirmant d'ailleurs la position qu'il avait eue en tant que député. Donc ce qui est bien, et on est en phase, et là on est en complet accord avec le président. Donc on trouve aussi des sujets de convergence au-delà des différences politiques et de nos engagements, sur des sujets pour défendre la qualité de vie du territoire et pour préserver l'environnement avec le président qui sont importants. Il y a un déséquilibre très flagrant en Île-de-France sur l'accueil des déchets de chantier. Il y en a beaucoup parce qu'on déconstruit énormément
en Ile-de-France. Puis là, il y a la question du métro, Du Grand Paris Express. On a pris 80% des déchets de chantier de l'Île-de-France. Que ça soit sur les déchets de chantier ou sur la méthanisation, moi je les ai fait plier 2 fois, parce que c'est pas propre. Comment ça se passe avec le dossier méthanisation? On en a dans le canton, on en a Ouais. 5, Le 6. marché d'Auray, Thieu, Il y celui a- qui est sur la route. T'en as de- 2 Derrière Otis, il y a Ève. Ouais, il y a. Oui, mais qui n'est pas, sur le camp. Oh, voilà. Voilà. Il y a la On en limite. est à 5-6, je pense, dans le canton, peu parce que près, tu as les ouais. 2 qui sont entre Montgé et Damartin. Donc oui, ça, on l'a vu très rapidement, mais il y a une opportunité. Donc dans le volet environnement, quel Oui. est votre positionnement par rapport à la méthanisation? Alors on est contre la méthanisation pour au moins 3 raisons. La première, c'est que c'est un contresens au regard de ce que nous disent les rapports du GIEC. Le GIEC nous explique qu'il faut diminuer la production de méthane, qui arrive entre autres par exemple par l'élevage bovin, parce que c'est un gaz qui pollue, enfin qui renforce encore plus le réchauffement climatique que le dioxyde de carbone. Ça a une vie plus courte, mais ça a un effet plus fort sur le réchauffement climatique. Oui, c'est vrai que quand Sandrine Rousseau en avait parlé, on s'était un peu moqué d'elle. Enfin, bon, Et c'est ce que dit le rapport du GIEC. Ils viennent de faire une synthèse, là d'ailleurs, qui a été publiée la semaine dernière, où ils reviennent fortement sur ce point. C'est une des priorités sur lesquelles il faut travailler pour réduire le réchauffement climatique. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est un contresens économique. Aucune de ces installations n'est rentable sans le soutien financier de l'État et des collectivités. Ce modèle-là, on l'a déjà vu à l'œuvre en Allemagne, puisqu'ils ont 20 ans d'avance sur le sujet. Et ça a fini de façon tragique, c'est-à-dire que l'État qui au départ lance ses installations auprès d'agriculteurs qui s'endettent en faisant des crédits, en mettant des terres agricoles à disposition pour pouvoir avoir les matières premières pour pouvoir méthaniser, un jour n'auront plus le soutien de l'État, parce qu'il ne peut pas indéfiniment allonger des chèques pour produire de l'énergie qui est plus chère que ce qu'on peut produire avec d'autres moyens hydroélectriques ou avec le gaz naturel, etc. C'est une énergie qui ressort très chère une fois qu'elle sort de l'usine de méthanisation. Et donc le risque, c'est justement qu'on se retrouve comme en Allemagne, avec des agriculteurs ou des groupements qui tout d'un coup sont abandonnés par l'État et les collectivités. On vit une crise énergétique, dis donc. Et là, l'État n'est pas vraiment... Bon, déjà, le prix d'achat du méthane produit a été baissé au mois de juillet de l'année dernière. On est en pleine crise énergétique, l'État ne va pas continuer à alimenter la machine, à faire monter les prix de l'énergie. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand on achète de l'énergie plus chère que ce qu'elle vaut, on fait monter les prix pour les consommateurs. Donc il baisse, et l'agriculteur il va se retrouver tout d'un coup avec une usine. Lui, il a investi pour la mettre en place un crédit, mais il n'aura plus les revenus qui vont avec. Donc soit il va couler, soit il va faire comme la plupart ont fait en Allemagne, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits qui auraient dû finir dans des produits agricoles d'alimentation pour les mettre dans les méthaniseurs et produire du gaz, parce que ça rapportera peut-être plus que les produits de l'alimentation. Ah, c'est que plutôt que d'augmenter les prix, produire plus. Produire plus de méthane en utilisant des matières qui n'étaient pas destinées à ça à l'origine. Alors on nous a opposé qu'il y avait des chartes, des règles, etc. Enfin, en Allemagne aussi, il y avait et ça s'est terminé à un tel point en Allemagne qu'ils ont été jusqu'à mettre les déchets ménagers dans les méthaniseurs. Et ensuite, il y a un troisième Et donc problème. ça a donné quoi alors? En Allemagne, une catastrophe absolue. Ils ont déréglementé pour éviter que les agriculteurs soient trop perdants. totalement ruinés. Ouais. Parce qu'en plus, eux, ils ont multiplié, c'était des structures encore plus petites que celles que nous on fait. Vraiment le méthaniseur à la ferme, mais qui quand même demandait un investissement gros. Ils ont totalement déréglementé le secteur pour autoriser à peu près la méthanisation de n'importe quoi. Ce qui a permis de faire baisser le prix du méthane produit, mais ce qui fait qu'on se retrouve avec des matières polluées non traitées en Allemagne qui enfouissent ou qui brûlent. Parce que c'est le troisième sujet, c'est qu'on met dans ces méthaniseurs des produits secondaires de l'agriculture qui ont eu des traitements, pesticides, fertilisants artificiels, etc. Mais la méthanisation ne traite pas tout ça. Elle ne fait que, comment dire,
c'est une sorte de digestion Oui. qui va produire le méthane. C'est l'estomac d'une vache. C'est l'estomac d'une vache, voilà. Oui, c'est le même procédé. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça. L'estomac d'une vache. Mais ça à part la transformation en méthane, le reste ne bouge pas. Les métaux lourds sont toujours là, les polluants sont toujours là. Et donc on prend ces boues qu'on sèche pour que ça pèse moins et que ça prenne moins de volume. Et après, on les disperse dans les champs. On va les disperser dans les champs, sauf si ça dépasse les règles européennes, qui sont déjà au-dessus de ce qui étaient nos règles à nous en France. Et dans ce cas-là, on va les brûler. Donc en fait, on met aussi sous le tapis la question des pollutions agricoles et on multiplie encore les phénomènes d'appauvrissement et de pollution des sols. En attendant, c'est nos sols. Oui. Dans nos sols, il y a nos nappes phréatiques. On se retrouve quand même dans un pays où 80% des cours d'eau et des nappes phréatiques sont pollués par des métaux lourds et par des produits chimiques agricoles. Il y a un souci. Et puis pour compléter ce que dit Anthony, ça pose une question la question énergétique est une question européenne, nationale, sur la création d'énergie propre, comment on décarbone. On pouvait trouver ça au début sympathique, on est dans un circuit très court, on fait pousser son blé ou son maïs, et après on utilise les déchets pour pouvoir en créer du gaz, on utilise le digestat qui sort de la méthanisation pour faire de l'engrais. Donc ça pouvait sembler sympathique, la réalité aujourd'hui c'est plus celle-là. Quand on le présente au début, ça a l'air et d'ailleurs très vert. Le département de Seine-et-Marne devait être le premier département de France en production avec le nombre de méthanisation. Donc là vous êtes du coup pas d'accord avec là, on n'est pas d'accord. Et donc là aujourd'hui on voit très bien que le petit méthaniseur du champ d'à côté, maintenant il faut donner à manger à la machine. Et en effet, ce qui était un circuit court, on va chercher là beaucoup plus loin, donc ça va mettre des camions. On élargit, on va chercher les huiles usagées, les déchets alimentaires. Donc on n'est pas simplement sur la production locale de son... La pose de vache au fond de la Normandie. Donc ça se transforme avec la Belgique. Avec les nuisances qui vont avec. Les camions. D'ailleurs l'incidence sur la biodiversité, parce que ce qu'ils produisent beaucoup, c'est du maïs pour nourrir cette machine, le maïs qui consomme beaucoup d'eau. Et en fait, il faut couper régulièrement, donc tout ce qui permettait à la nature de s'installer. Là, il faut raser la terre régulièrement. On fait encore plus intensif que ce qui se faisait déjà. De toute façon, dans les champs, on a déjà retiré les haies. Ça, c'est les agriculteurs. C'était pas une obligation. Raser les haies pour faire plus, parce que pareil, il y avait besoin de faire plus, normalement. Et puis total, il n'y a plus d'animaux. Les lapins, les perdreaux. Et là c'est pareil, comme ils récupèrent en fait les déchets, le reste par exemple des maïs, les pieds de maïs, il faut couper à ras. Les produits secondaires. Tout ce qui servait avant à faire un habitat en effet pour les oiseaux, les lapins, maintenant il faut couper à ras. Et donc on a demandé la mise en place d'une commission, donc c'est à laquelle participe Anthony. Une commission au niveau départemental pour avoir un vrai débat. Parce que nous, on a Pourquoi tu rigoles ? Notre opinion, parce que c'est pas facile. Parce qu'on a eu la commission, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on a eu un débat. Notre idée, c'était plutôt aussi de permettre le débat, c'est-à-dire d'inviter là les maires qui se mobilisent avec leur population contre le méthaniseur. Pourquoi ? Là, des associations, d'entendre les points de vue, d'entendre des scientifiques, les entreprises. Les entreprises. D'entendre tout le secteur pour qu'on ait d'avoir des auditions, véritable échange. Et qu'on les agriculteurs aussi, et qu'on comprenne vraiment s'il y a un intérêt ou pas, parce que toute la question est là. Est-ce qu'il y a un danger économique à faire ça, puisque l'exemple allemand nous montre que ça peut vite partir en difficulté économique, et est-ce qu'il y a un intérêt environnemental? Est-ce que vraiment produire du méthane, qu'ensuite on va brûler, donc on va produire du dioxyde de carbone pour faire de l'énergie, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et est-ce qu'on est vraiment dans ce que ces entreprises-là nous vendent sur un circuit fermé de carbone, c'est-à-dire qu'on utilise du carbone déjà présent dans ces plantes-là pour produire du méthane qui va à la fin produire la même dose de carbone. Mais là-dessus on n'est pas d'accord, eux pensent que c'est neutre. Il y a plusieurs études scientifiques, de plus en plus d'études scientifiques qui montrent qu'en fait le système de méthanisation produit plus de carbone au final que la nature en aurait produit elle-même.
Donc il faut qu'on ait ces débats-là. On ne peut pas se permettre d'utiliser de l'argent public pour commettre une erreur. Donc il faut qu'on soit sûr de ce que l'on fait en la matière. On n'a plus le droit à l'erreur là-dessus. Et on ne peut pas entendre aujourd'hui le département nous dire mais tout va bien, on continue. Donc, et ça, pour le coup, c'est un positionnement sur lequel qu'on ne partage pas avec le département. Il faut qu'il y ait un débat sur cette question-là, c'est trop lourd de conséquences. Et donc si vous aviez la possibilité d'avoir une action sur les stations de méthanisation, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait quoi votre souhait et votre direction d'action? Les projets ce qui est fait sur le canton est arrivé avant notre élection. Donc là-dessus, rien n'était possible de faire. Moi, je m'étais opposé à celui qui devait s'installer à Moussi-Neuf. On avait obtenu l'arrêt du projet. S'il y a un nouveau projet qui se présente sur le territoire, je pense qu'on s'y opposera en cohérence aussi avec la volonté des habitants, parce que c'est important. Il faut aussi travailler avec les habitants sur ces sujets-là, et puis en expliquant pourquoi, parce que c'est ça qui est important. Mais pour le moment, notre boulot, c'est au département d'insister pour réussir à avoir cet échange. On a réussi à avoir la commission, disons que l'échange n'a pas été encore dans le sens où on voulait qu'il aille, c'est-à-dire élargi à tous les acteurs sur le sujet. Et je ne doute pas qu'une fois qu'on sera parvenu à cette étape-là, on arrivera à ce qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'exécutif, à ce qu'ils disent oui, peut-être qu'on est en train de commettre une erreur. Oui, et puis la souveraineté énergétique, c'est pas par des petits méthaniseurs, c'est par des agriculteurs qu'on va régler la question. C'est avec un État stratège qui investit massivement. Mais oui, ça fait partie des sujets très 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 importants. Et pour finir, parce qu'il y a aussi un cumul des nuisances sur notre territoire. C'est-à-dire que parfois, c'est des nuisances qui nous apportent. L'aéroport aussi, par exemple, c'est des emplois, c'est beaucoup de facilités économiques pour notre territoire, qui a moins de chômeurs qu'ailleurs, pour Seine-et-Marne ou autre. Mais c'est aussi de la pollution de l'air, des transports, beaucoup de transports qui passent sur nos routes et qui créent des désagréments. Puis c'est une route qui tourne 24 heures sur 24. Donc c'est beaucoup de désagréments. On a ça, on a les déchets de chantier. On a beaucoup de routes qui passent par chez nous, parfois d'ailleurs pas forcément pour desservir un autre secteur. On a beaucoup de transports qui passent par chez nous, parfois pour ne même pas desservir un autre secteur, qui ne s'arrête pas. On est en bordure de la région parisienne, mais on a aussi le droit à la pollution qui est liée à Paris et à sa proche banlieue. Généralement, on ne va pas en plus nous rajouter les méthaniseurs qui sont une nuisance parce que c'est encore des camions. Un méthaniseur, il faut l'alimenter, donc il faut faire venir des camions, c'est encore des routes qui sont encombrées, etc. On ne peut pas cumuler sans cesse avec en plus tous les services publics qui foutent le camp. On a fermé la trésorerie à Dammartin, on ferme petit à petit la CPM à Mitry-Mory, on voit tous les services publics se carapater, la HL, la Coulommiers. On ne sait même plus où ils sont. On ne sait même plus où ils sont parce que petit à petit ils reculent sans cesse, ça disparaît petit à petit. Il reste les gendarmes. Ça a commencé par le commissariat. Ben oui, il reste les gendarmes et les pompiers. Nous, on refuse qu'on fasse une croix sur nos territoires. Il y a des gens qui y vivent, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants. Il y a des gens qui vieillissent, ils ont le droit d'avoir une qualité de vie dans notre canton. Donc à un moment donné, il faut le défendre. Peut-être une autre victoire aussi, c'est la sortie 8 de la route nationale de la RN2 à Dammartin-Goël. Ça, très important. Je crois que c'est le premier courrier aussi qu'on a fait quand on a été élu en juin au président et au préfet qui, dès le mois de janvier 2022, nous a réunis avec les maires qui étaient concernés et donc le président Parigi. On va rappeler que c'était un engorgement sur la RN2 aux heures de pointe. C'est toujours, malheureusement, mais ça va se régler. Voilà, oui, c'est toujours parce que les travaux ne sont pas encore faits, mais la décision a été mal dimensionnée par rapport au nombre de véhicules. Au niveau d'Otis. Otis Dammartin, ça a pas mal grandi depuis que ça a été fait, sans plus, etc. Et donc oui, un engorgement avec des véhicules qui se mettent sur la bande d'arrêt d'urgence. Et sur plus d'un kilomètre, il fallait agir sur ce sujet. Et depuis de nombreuses années, les élus avaient alerté, Marianne précédemment sur son mandat avait alerté sur cette question. Le nouveau préfet, quand il est arrivé, a réuni tout le monde. Le président s'est engagé à prendre en charge la maîtrise d'œuvre
de ce chantier, où tout le monde se renvoyait un peu la balle. Il y avait quand même déjà eu une préfète qui était passée précédemment, qui avait arrêté un projet, etc. Mais ça n'avait jamais été plus loin. Et là, il faut admettre qu'en quelques mois, le département a décidé de prendre en charge la maîtrise d'ouvrage. Le financement a été accepté à 50-50 par le département et la région. Ça a dû débloquer les choses, le fait que le département accepte de financer. Et en fait, les travaux sont prévus pour 2024. Donc c'est un dossier dont on va avoir le bout dans un an et demi. Donc ça va s'élever à combien les travaux? Alors c'est des travaux qui sont de l'ordre, je crois, de 4 millions d'euros. Et le département en prend 2, la région en prend 2. Voilà. Et donc ça va consister en quoi? Alors il y a un doublement de la sortie d'Amartin. à la sortie de la RN2. Okay. Il y a un doublement de la voie qui arrive sur le rond-point. Donc ça qui était déjà possible de toute façon avec l'existant, mais ça va accompagner les travaux. Et ensuite il y a ça s'appelle un bypass, je crois. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une sortie spécifique qui va être réalisée en direction de la route vers Saint-Patus, Montgé, Rouvre, etc. De façon à pouvoir, parce que les gens qui partent en direction qui ne se retrouvent pas dans la même puissent se dégager et pour libérer de la place pour ceux qui vont vers Dammartin et Autis. Et puis le doublement de la voie pour éviter qu'il y ait du stationnement, même s'il y a encombrement, pour éviter qu'il y ait du stationnement. Et déjà, le fait d'avoir 2 sorties possibles devrait éviter l'encombrement. Qu'il y ait du stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui. Il y a des gens qui stationnent sur la bande d'arrêt. Il y a des remontées de fil en fait. Oui, il y a des remontées de fil. C'est ça, c'est impressionnant. Comme ils n'arrivent pas à sortir, ils se mettent tout le monde se met sur le côté, mais d'ailleurs tout le monde stationne. Et on stationne dans le sens où on est à l'arrêt parce qu'on est bloqué dans un embouteillage, mais on est sur la bande d'arrêt d'urgence en attendant que ça passe. Et c'est vrai que dans un secteur où on sait que la RN2 est très accidentogène, tous les jours il y a quand même des accidents, il y a beaucoup de camions. Là, il n'y a pas eu de gros accidents sur cette sortie, mais c'est extrêmement dangereux. Sur cette sortie. Sur cette sortie, c'est extrêmement dangereux, parce que si jamais il y a un pet, c'est un effet domino terrible. Parce que là, il y a tout. Et puis, c'est vrai qu'on est vraiment. On n'est pas rassuré quand on est sur la bande d'arrêt d'urgence et qu'on voit frôler les camions et. Qui eux ralentissent pas. Qui ralentissent pas. Un aspect qui nous tient vraiment à cœur, un sujet qui est complexe, sur lequel on est très mobilisé, c'est sur la question de la désertification médicale en Seine-et-Marne et dans notre canton, et les effets que ça induit. Donc là-dessus. C'est terrible, là, c'est terrible. Donc là-dessus, pour le coup, on est mobilisé régulièrement aux séances, on intervient là-dessus. On travaille en perspective de la séance sur le budget pour réaffirmer la nécessité que le département se saisisse de l'initiative des centres départementaux de santé. Ça veut dire qu'il salarie lui-même les médecins pour créer des centres de santé sur le territoire, là où il y a des certifications médicales. Le département s'orientera là-dedans ? Le département réfléchit mais ne s'oriente pas vraiment là-dedans, mais pour le coup... Il y a une loi, la loi 3DS, a donné cette compétence au département depuis février 2022. Ah, donc c'est très récent. Certains départements avaient pris l'initiative de le faire, la Saône-et-Loire ou le Gers par exemple, mais ils étaient un peu hors cadre, parce que ce n'était pas une compétence départementale. Et la loi 3DS est venue confirmer le rôle du département sur toutes les questions de prévention et de santé de proximité pour en faire un acteur important. On est intervenu pour demander au département de prendre ses responsabilités et d'agir, parce qu'aujourd'hui ça a des conséquences très concrètes sur nos habitants. On a une espérance de vie en Seine-et-Marne qui est en dessous de la moyenne nationale, et en plus sur des territoires comme le nôtre où on multiplie ces nuisances. Je pense à une ville comme Compan où on a en plus une espérance de vie en dessous de celle des Seine-et-Marnais qui est en dessous de la moyenne nationale. À cause de la pollution. Oui. Alors parce qu'on a les nuisances, la pollution, mais aussi parce qu'on n'a pas accès à la santé de proximité. Quand on est à 50 minutes de l'hôpital, quand on n'a pas de spécialiste, parce qu'on ne peut plus avoir accès dans notre territoire à un gynécologue, à un ophtalmo, à un dermato, à un pédiatre, à tout. Ou alors il faut aller à Paris, ou il faut aller dans le 95. C'est ça. Bon. Mais quand on attrape 80 ans, il y a Paris, et bien voilà. c'est compliqué. Et bien résultat des comptes, on a des gens qui meurent bêtement de maladies qui auraient pu être diagnostiquées et traitées, mais n'ayant pas accès à cette santé de proximité. En plus,
Si on ajoute à ça les difficultés de transport, donc le fait qu'on a des gens qui, pour aller travailler, vont mettre 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir, et bien quand on rentre, le médecin est fermé, ou on n'a pas le temps, ou il faut s'occuper des enfants. Bref, j'ai enterré 3 camarades de classe sur les 6 derniers mois de 2022, qui n'ont pas été soignés, un cancer du sein, un cancer des poumons qui s'est terminé en cancer généralisé, et une insuffisance rénale qui était mal traitée, parce qu'on l'avait changé d'hosto pour être suivi, puisqu'il n'y a plus de néphro à Meaux. Et le résultat des comptes, ils sont morts tous les 3. Parce qu'ils ont été détectés trop tard et pas soignés correctement. Ça, c'est des conséquences concrètes. C'est des petits vieux qui ne sont pas suivis correctement pour leur diabète, pour leur tension, pour leur truc, parce que le médecin de proximité, il n'a plus la possibilité de recevoir tout le monde. Donc on balance les ordonnances comme ça sans forcément avoir le temps de voir ses patients correctement. Je les accuse de rien. Ils font avec les moyens qu'on leur donne. Il y a autant de médecins à Dammartin aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ans. Alors que la population a fortement augmenté. Il n'y a plus de médecins à Moussi-Vieux, il n'y en a plus qu'un à Moussi-Neuf. Et il part à la retraite dans 3 ans. Alors, et si vous faites le point comme ça sur toutes les communes, pardon, je parle du nord du canton que je connais mieux, parce que je ne connais pas le nombre de médecins maîtrisés. Je ne sais pas comment ça a évolué, mais vous avez offert un centre. Nous, on l'a maintenu par l'ouverture du centre municipal de santé. On l'a maintenu, mais on n'a fait que le maintenir en fait. Il n'y a pas eu d'amélioration. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on on voit au plus pressé, on maintient, pour pas que ça se dégrade davantage, mais c'est pas satisfaisant. Mais on n'arrive pas parce qu'à un moment donné, on est aussi confronté à une politique nationale sur la santé. Je venais chez le dermato à Mitry. Je ne sais plus comment. Monsieur. Non, justement, il n'était plus là. Donc j'ai trouvé le dermato à Ponto. À Ponto, il faut faire de la route. Bah oui, Moi, j'ai mis pour la manie de Rouen. C'est ça, c'est pas possible. Il y a très clairement un renoncement aux soins parce qu'il n'y a plus de médecine de proximité, parce que les urgences c'est compliqué, la situation de l'hôpital c'est quand même compliqué. Et donc on a rencontré récemment, parce que c'est aussi on souhaite aller rencontrer les pompiers, les EHPAD, toutes les structures un peu de notre secteur. Et quand on a rencontré les pompiers de Dammartin la semaine dernière, on était accueillis par le chef de centre, on a rencontré l'ensemble des pompiers volontaires et professionnels qui étaient présents sur le site. On a bien senti leur grand désarroi sur le sens de leur mission, c'est-à-dire ce sont évidemment, tout le monde salue l'engagement, le courage des pompiers. Comme les soignants. Comme les soignants, et en même temps, ils sont très désemparés et préoccupés par l'évolution de leur mission, parce qu'ils pallient ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est un des derniers services publics du secteur, ils pallient le manque de médecins, ils pallient le problème des urgences, la misère, voilà. Ils se retrouvent à être appelés pour une gastro d'un gosse. Voilà, parce que les gens, ils font aussi, il n'y a plus que. Et les gens, ils appellent les pompiers trop facilement, mais en même temps parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas SOS médecin, il n'y a pas de médecin sur le territoire, il reste quoi. Voilà. Et donc il y a cette grande, ce grand désarroi des pompiers. Et puis donc nous on intervient, qui est lié à la question de la santé. Donc nous on intervient aussi pour mettre à jour ça, mettre à jour tous ces effets induits d'une politique nationale de santé au niveau. Pour pouvoir réagir. Pour pouvoir réagir et pour dire au département qu'il a un rôle à jouer par les centres départementaux de santé, que c'est une priorité. Certes, les départements, comme les communes, comme toutes les collectivités, ont il y a un étranglement financier voulu par le gouvernement au nom de la réduction des dépenses publiques. La réduction des dépenses publiques, c'est moins d'enseignants, moins de soignants, moins de policiers, moins de juges, c'est étrangler les collectivités locales qui ont moins les moyens de créer des écoles, de créer des centres départementaux de santé. Pour autant, dans notre secteur, c'est une priorité. Voilà. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille pour se faire entendre, parce qu'on en mesure, comme l'a dit Anthony, avec des exemples précis et personnels, l'impact, quand on rencontre les maires, c'est le grand sujet de préoccupation de tous les concitoyens, quand on voit les pompiers, quand on voit... Les maires, ils nous expliquent les cas de crise cardiaque qu'ils ont eu sur la commune, qui sont parce qu'au lieu de les envoyer à Gonesse, qui est à 20 minutes, on attendait le SAMU qui venait de Meaux. Voilà.
Ça, on est confronté quand même très régulièrement à des exemples de ce type, Projet. pour une limite administrative. Et donc là, ouais, on intervient, nous, pour le secteur, en effet, le secteur sud du canton, pour être attaché à Ballanger, hein, très Ah clairement. oui, donc voilà, ça Et- c'est une action très concrète que vous êtes en train d'essayer de réaliser maintenant. Voilà, Oui. alors on la réalise, on a sollicité depuis quelque temps déjà les maires du canton en leur disant quel est, à votre avis, pour les entendre quand même, les maires, on travaille dans le même sens, hein, mais quel est, à votre avis, l'hôpital le plus proche qui a du sens pour vous, pour que les pompiers puissent y accompagner les victimes qui sont prises en charge par eux. Donc on a fait ce recensement et donc là on est intervenu auprès de l'Agence régionale de santé de Seine-et-Marne pour qu'elle entende cette demande. On intervient, voilà, Pas facile de C'est pas communiquer avec facile. l'ARS. Non, c'est pas facile. On intervient au conseil d'administration du SDIS des pompiers aussi parce que c'est un effet direct sur le fonctionnement des centres de Ah santé, oui, hein. des centres de secours, Ouais. puisque évidemment ils doivent aller beaucoup plus loin et ça consomme de l'essence, du temps perdu. Quand ils sont là-bas, ils ne peuvent pas éteindre des incendies ou intervenir sur notre crise cardiaque. Enfin. Donc oui, là-dessus, on travaille auprès du président également, qui a fait une lettre récemment sur la question de la régulation médicale et de cette hôpital. Voilà. Donc on avance. Du président du département. Oui, du département. Voilà. Donc voilà, on avance pas à pas en essayant de faire converger l'ensemble de ceux qui interviennent aussi pour réussir à être entendu. C'est vital. Et là, pour le coup, c'est pas c'est le premier degré. Vous êtes les pompiers de Mitry. Vous voulez envoyer à Robert Ballanger, parce que si vous envoyez à Jossigny, même en cas d'urgence vitale, on peut estimer qu'il y a danger à envoyer à Jossigny, donc il faudra envoyer à Ballanger. Eh bien, il faut quand même que le SAMU de Seine-et-Marne appelle le SAMU de là-bas pour qu'ils appellent l'hôpital, c'est bien comme ça qu'il nous l'a expliqué, pour demander à l'hosto s'ils sont d'accord ou pas pour prendre le patient. Et ça, c'est dans le cadre d'un SIAM, c'est-à-dire d'un accord qui a été fait entre le répartiteur, le SAMU, les pompiers, les hostos, etc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait automaticité. C'est que quand vous êtes à Mitry-Mory, vous appelez les services d'urgence et vous tombez sur le répartiteur qui vous permet d'envoyer le bon SAMU et d'envoyer les pompiers à Robert Ballanger. Et pas à Jossigny. Et quand vous êtes à Beauregard, ou au Ménil-Amelot, ou à Moussi-Neuf, le même procédé, vous appelez, c'est le SAMU par exemple du 95 qui répond plutôt que le SAMU à Meaux. Oui. Vous voyez, parce que c'est beaucoup plus efficace, c'est juste à côté. Et même dans certains cas, ça pourrait être les pompiers de Louvre qui interviennent plutôt que ceux de Dammartin sur les communes très au nord que sont Beauregard par exemple et Moussi-Neuf. Donc, mais tout ça... Oui, ça peut être les pompiers de Louvre, mais qui emmèneraient à Gonesse ou Oui, qui emmèneraient à Gonesse, absolument. Mais tout ça, ça demande, comme on a ces fichues frontières départementales, c'est aberrant, on parle juste d'une frontière administrative, parce que les pompiers sont de l'autre côté. À Beauregard, on toquait sur les points hauts, on peut quasiment les voir. À Moussi-Neuf, pareil. Juste parce qu'il y a une frontière administrative, non, on envoie les pompiers qui sont à une demi-heure. Une frontière administrative qu'on s'est dépassée pour créer des grosses intercommunalités. Exactement. Mais là qui deviennent des barrières infranchissables, des murs infranchissables. Juste pour transmettre un appel téléphonique au bon centre de secours. Mais c'est ça dont on parle. Mais c'est là on s'affronte à quelque chose de difficile. C'est difficile, mais on avance parce que de plus en plus, voilà, on voit qui s'en saisit. Tout le monde est convaincu. Voilà, tout le monde est convaincu. L'ARS Seine-et-Marne, la directrice nous dit mais oui, c'est tout à fait légitime, vous avez raison. Le département, le président également est intervenu dans ce sens, les maires interviennent. Je sais que les pompiers aussi sont très vigilants. Ils suivent bien parce que eux au quotidien ça pèse sur leur fonctionnement et puis les finances aux 10 c'est compliqué aussi. Donc les maires aussi s'en saisissent. Donc on voit que ça a pris de l'ampleur en termes d'intervention et de diversité de ceux qui s'en saisissent. Ce qu'on a l'impression que c'est compliqué, c'est de savoir qui décide dans cette histoire. Et là, on a l'impression que personne ne décide. Le préfet, qui a été saisi que j'ai saisi lors d'un conseil d'administration du SDIS, où son secrétaire général dit oui, vous avez raison, mais c'est pas nous. D'accord. Alors qui est-ce On n'a pas encore découvert qui appuie sur le bouton. Et on a un peu de mal à découvrir. C'est un préfet de région, non, peut-être?
L'État, certainement, mais Un préfet de région, c'est un peu l'État. il nous a pas renvoyé sur... Donc l'ARS dit vous avez raison, mais c'est pas nous qui décidons. Et on a l'impression de... Alors, Ah bon, l'ARS l'ARS Seine-et-Marne, non, elle dit oui, vous avez raison. l'ARS, elle décide de pas mal de trucs. Elle décide de beaucoup de choses, mais d'ailleurs, on ne sait pas qui Ouais, mais a pas... ça concerne aussi les départements voisins. Donc bon, mais en même temps, ça avance. Oui, Ça mais il n'y avance. a pas eu l'agence Régionale Si, de il y a une santé, agence de si, France. mais c'est vraisemblablement là qu'il va falloir. Oui, bah oui. oui, et le président, c'est là également qui... Oui, donc petit à petit. Petit à petit, voilà. Alors, Et ça sera mieux. En fait, on monte un escalier. C'est-à-dire qu'il y Oui, a eu le discours politique en séance. Il y a tous les courriers qu'on a envoyés pour rencontrer, convaincre, etc. Là, tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde, les maires, le département, les services de l'État. Maintenant, il faut qu'on monte la marche supplémentaire qui est la prise de décision et la mise en application concrète de ce qu'on demande. Mais on y arrivera. Mais on en a parlé également, on a un conseil d'administration, moi j'étais présente à un conseil d'administration de Ballanger, on en a parlé à la direction de Ballanger. Donc voilà, qui aussi reconnaît tout à fait que son secteur naturel, ça comprend Mitry, Villeparisis, Compan, le sud du canton, enfin ce coin-là de Seine-et-Marne en tout cas. Mais évidemment, on s'affronte aussi à une problématique majeure en termes de santé dans notre pays. Parce que les choses ne seraient pas aussi tendues, puisqu'aujourd'hui, enfin voilà, l'hôpital est étranglé, les urgences sont étranglées, enfin on connaît la situation, il n'y a plus de médecins de proximité. Il y a aussi... On ne construit plus d'hôpitaux. Voilà. Ah bah non, on en défait. Enferme. Donc, on voit le alors fruit. qu'on aurait besoin en Seine-et-Marne. On voit le fruit d'une politique de réduction des dépenses publiques Exactement. et comment ça se concrétise dans nos territoires. Bah, ça se concrétise avec des cabines de téléconsultation. Exactement. Oui, qui Et coûte ça, plus cher que si on embauchait un médecin. Ouais. Le collège de Moussy, il vient pour soulager les effectifs de ces deux établissements-là, qui vont en fait être redistribués, puisque Moussy Neuf, Moussy Vieux, tout ça, ça allait à Otis. Ça va permettre de redéployer tout ça sur le collège de Moussy, même si à terme, nous on se pose quand même des questions et on intervient beaucoup. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Xavier Van der Bies, de le rappeler aussi à Christian Robache récemment. On aura de toute façon une nécessité d'un deuxième collège sur Dammartin très vite. Christian Robache, vice-président chargé des bâtiments. Il est sur les bâtiments départementaux. On a une population qui augmente à une vitesse dingue à Dammartin. Et je pense que le futur SDIF qui va arriver va consacrer le fait que le pôle de développement central pour le nord du territoire, c'est ce qu'on appelle la ville trait d'union Dammartin-Otis. L'arrivée du métro en 2030, tout ça va, il y a une pression foncière très forte. Un deuxième collège sera nécessaire à Dammartin à un moment ou à un autre, parce que l'existant ne suffira pas à absorber. Mais en tout cas, pour Moussy Neuf et pour ce secteur-là, c'est une excellente nouvelle, parce que c'est un très très beau collège pour 800 élèves qui va être construit à l'entrée de Moussy, en venant de Moussy-Vieux. Il y a on est sur un collège provisoire qui ouvre en septembre 2023 et un collège définitif en septembre 2025 qui est d'une grande qualité architecturale. J'ai été déjà sur le définitif, pardon. Oui, comme il y a urgence sur les effectifs, comme je vous le disais, le département a mis 15 millions d'euros pour ouvrir un collège provisoire à la rentrée de septembre qui va accueillir les élèves de 6e dans la nouvelle sectorisation, donc Lomperrier, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Le Mesnil, Mauregard, Moussy-Vieux, Moussy Neuf, j'oublie personne. Donc que les élèves de 6e la première année, en 2024 les élèves de 5e, et en 2025 on ouvre le définitif où on accueille tout le monde. Voilà. Et donc oui, on est très content parce que ce projet, on a été très attentifs, donc Marianne et moi on a participé au jury départemental pour choisir le projet. On a bien travaillé en commun avec le maire de Moussy, Bernard Legault, pour arrêter le projet qui était le plus intéressant pour l'accueil des élèves, qu'on voulait de bonne qualité, et surtout c'est un projet qui en termes de développement durable, de choix dans les matériaux, les énergies, va être très, comment on pourrait dire, haute qualité. Très très haute qualité et surtout très en avance sur toutes les questions de développement durable,
et de maîtrise des énergies. Donc c'est très intéressant. Puis en plus, on a mis une des projections qui a été faite dans ce qui nous a été présenté. Donc ça, c'est le projet qui a été retenu par le jury. Et en plus, c'est quelque chose qui s'intègre très bien dans l'environnement de Moussy, qui est très vert, c'est une commune très marquée par sa nature.